Bienvenue. Comme Marc l'a dit, nous entamons cette 5e table ronde. Flotte publique et privée, quelles solutions pour les gestionnaires? Je vais commencer avec vous, Lionel André. Vous êtes directeur des moyens généraux et du patrimoine de la ville d'Alès et d'Alès Agglomération. Question toute simple, mais comment on passe aujourd'hui d'une flotte principalement à énergie fossile à une flotte, vous m'avez dit vous-même, à énergie positive? On gère comment cette transition? Alors en fait, c'est un travail déjà de longue haleine. La première des choses qu'il faut faire, c'est effectivement connaître avec précision la composition et l'état de son parc de véhicules, à la fois les types de véhicules, la nature, l'âge moyen, l'état des kilomètres parcourus pour chacun des véhicules, les temps d'utilisation et d'immobilisation, la possibilité de mutualiser les services. Voilà, ça c'est vraiment la vraie première étape à faire qui va nous permettre aussi de nous poser les bonnes questions sur quel type de véhicule à énergie propre on va pouvoir intégrer dans cette logique. Voilà. La deuxième chose à dire, c'est effectivement connaître les coûts de fonctionnement pour, lorsque l'on va remplacer des véhicules à énergie fossile par des véhicules propres, que ça rentre dans la réflexion de l'élu en disant, voilà, effectivement, le coût d'acquisition est beaucoup plus élevé qu'un véhicule classique ou dit classique, mais on va s'y retrouver soit sur l'entretien, sur l'approvisionnement, sur la maintenance, sur les frais accessoires. La dernière étape, c'est effectivement, au regard de l'ensemble de ces connaissances, de rationaliser le parc. Voilà. C'est-à-dire établir un plan pluriannuel de remplacement et de renouvellement, incluant des véhicules propres. L'idée aussi un petit peu nouvelle, c'est que nous avons installé des poules de véhicules ou des espaces de prêt de véhicules qui permettent de donner aux agents un accès à ces véhicules pour des besoins de service, un libre service, donc à toute heure et à tout instant, principalement avec des véhicules électriques aussi, en fonction des kilométrages qu'ils auront renseignés au préalable. Et ça nous permet effectivement d'une part de réduire la flotte anciennement classique pour des véhicules électriques. Donc on fait des économies d'un côté, mais aussi on travaille sur des véhicules, on va dire, propres, et c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire réduire, mais tout en offrant le même niveau de service et la même qualité de service pour les agents et au final pour les usagers de la collectivité. Guillaume Cerdan, vous êtes ingénieur en charge du parc officiel et des véhicules en autopartage de la métropole de Lyon. Ça représente 1450 véhicules, je crois que c'est vous qui avez le plus gros parc dans cette assemblée. Et en préparant l'interview, très nettement, vous m'avez dit, mais nous, on teste tout en fonction des usages et des besoins. Je veux dire, vous êtes un mini laboratoire de la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la métropole de Lyon? Nous, on a 1425 véhicules. Sur ces 1425, on a toujours été un peu motivé sur le GPL. Ça a été une technologie qu'on a beaucoup adoptée, qu'on maintient encore. Nos bénéficiaires savent l'utiliser, nos mécaniciens savent les entretenir. Donc, c'est une technologie qu'on conserve. En 2010, on a commencé l'électricité avec les premières Zoé, les premières C0. On maintient. Aujourd'hui, on en est à peu près à 160 véhicules électriques, du Kangoo, du Berlingo. On va faire l'acquisition du premier Kangoo Z2. Là, on attend pour l'année prochaine. Donc, on reste aussi bien sur cette technologie. Moi, il y a 2 ans, j'avais aussi envie de me lancer un peu sur le GNV, puisque le GNV, je trouvais qu'il y avait une logique parce que la métropole de Lyon avait commencé à faire un peu de méthanisation et remettre du GNV dans le réseau. Et je trouvais que c'était logique pour nous aussi d'utiliser cette technologie. Donc, on a 50 véhicules au GNV. On est en train d'installer une station pour être autonome sur cette thématique, justement pour être vraiment plus efficient sur cette technologie et pouvoir encore développer le GNV. Car comme je disais, il y a quand même une logique. Moi, je trouve que comme on réinjecte du biogaz dans le réseau, de pouvoir l'utiliser, c'était vraiment cohérent pour moi. Je vais passer maintenant la parole à Éric Couvez. Vous êtes conseiller délégué de Nantes Métropole en charge des véhicules propres. Alors, vous avez les mêmes problématiques que nos 2 prédécesseurs, sauf que vous, en préparant l'interview, vous avez la chance d'avoir une station hydrogène qui existait déjà quand vous avez repris vos fonctions, qui est au dépôt de bus de la Tanne. Donc, j'allais dire, vous testez l'hydrogène grandeur nature pour le verdissement de votre flotte. Comment ça se passe? Bon, donc effectivement, donc, nous avons la chance d'avoir une station hydrogène. Cette station est en service depuis 2019. Cette station, elle permet d'alimenter, donc de produire 80 kg d'hydrogène, donc ce qui permet
au regard des véhicules qui sont en tout cas utilisés, hein, type Kangoo, hein, notamment principalement, d'alimenter une petite flotte à base d'hydrogène. Bon, sachant que maintenant, effectivement, il faut que les communes qui sont présentes, les 24 communes de Nantes Métropole, également puissent investir dans ce type de véhicules, parce que, bon, pour rappel, ce sont des véhicules électriques et l'hydrogène est aussi une prolongation électrique, hein, du véhicule. Donc, c'est aussi important de le préciser, l'atout que peut avoir l'hydrogène. Comme vos prédécesseurs, vous disiez, c'est, malgré cette transition qui est en route, ce n'est pas la fin des moteurs thermiques sur les longues distances pour certains véhicules, notamment quand on a besoin de puissance, même si on passe avec le gaz. Il y a encore de l'avenir, en tout cas pendant un temps, pour les véhicules thermiques. C'était dit tout à l'heure par Monsieur André sur le fait qu'il n'y a pas de véhicule utilitaire aujourd'hui électrique, tout électrique. Bon, Ford est en train d'en sortir un, mais on voit par contre qu'on peut, prenons l'exemple pour revenir à l'hydrogène, prendre du Master aujourd'hui qui est au même titre que le Kangoo alimenté à l'hydrogène, c'est un exemple. Mais on voit qu'il y a encore du travail sur ces véhicules de diesel. Et alors, grâce au biodiesel, on voit qu'on peut en tout cas diminuer la part des particules qui sont envoyées dans l'atmosphère, parce que c'est quelque chose de très important pour les citoyens, bien entendu, de veiller à ce qu'on ait une qualité de l'air qui soit à la hauteur. Mais ceci étant, pour revenir sur les véhicules diesel du futur, si on en est obligé d'en acheter, alors je pense qu'il faut qu'on regarde les moteurs qui sont aujourd'hui équipés, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une tendance serait intelligente de s'orienter sur le biodiesel. Merci Éric Couvez. Marc Becqueret, vous êtes donc directeur général des services de la Dordogne et vous gérez le parc départemental de l'équipement. Alors, vous aussi, vous êtes confronté à la verdisation de votre flotte, mais vous m'avez expliqué quelque chose qui est assez particulier. Vous avez acheté la flotte et vous la louez, j'allais dire, à vos utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Parce que comme ça, on gagne en mutualisation et en usage et finalement en économie. Tout à fait. Donc, nous avons hérité, dans le cadre de la décentralisation, donc du transfert des anciens services de la direction départementale de l'équipement. Et dans ce cadre, donc nous avons repris en gestion l'ancien parc de l'équipement. Et donc, une fois que nous nous sommes appropriés donc cet outil, nous l'avons transformé en termes de gestion financière avec gestion au travers d'un budget annexe. Et nous avons modifié en fait le champ d'intervention de ce parc. Nous avons opté pour effectivement un mode de fonctionnement un petit peu singulier où ce parc est désormais achète en fait le parc de véhicules qui sert à la totalité des services départementaux. Et ce parc est en même temps un loueur, hein, ce qui permet effectivement de mutualiser notamment les véhicules légers, qui conforte en termes d'emploi l'activité du parc qui aujourd'hui fait travailler à peu près 80 personnes. Donc pour un département comme la Dordogne, c'est la taille d'une petite entreprise. Et donc après 10 ans de gestion, aujourd'hui effectivement, on est en train de préparer une réflexion pour engager le verdissement de la totalité de la flotte, puisque jusqu'à maintenant, on utilisait donc essentiellement du gazole. D'accord, merci beaucoup Marc Becqueret. Je me tourne vers vous, Emmanuel Flao, le créateur de Retrofleet, le président de Retrofleet, donc qui est une société qui va rétrofiter notamment les véhicules utilitaires, enlever leur moteur essence pour leur mettre un moteur électrique. Donc j'allais dire, c'est peut-être vous qui avez le mot de la fin. Mais question toute simple, quel intérêt ont nos gestionnaires de parcs qui viennent de parler à passer chez vous et à transformer, alors je précise, c'est seulement des véhicules qui ont plus de 5 ans, leur flotte en électrique plutôt que d'acheter du neuf? Il est au niveau des coûts. En fait, nous, notre approche, en fait, elle est effectivement de convertir des engins thermiques en électrique, pas n'importe lesquels, plutôt des engins lourds et des utilitaires, parce qu'il y a un déficit d'offres, mais aussi que les producteurs, en fait, ont des petites séries, donc ils vont difficilement maîtriser l'électrisation de ce parc-là.
mais on y couple toujours une approche de recharge solaire dans des solutions un peu plug and play, en tout cas, qui limitent le génie civil. Et c'est l'approche de la mobilité de l'énergie, en fait, que l'on met dans nos offres pour fournir finalement aux gestionnaires de parc un TCO. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'intégrer un coût d'entretien bien maîtrisé, de prendre en compte la structure de recharge qui peut être un impact significatif quand elle est mal dimensionnée, et puis de fournir aussi à travers le solaire un binôme en fait entre la charge et l'énergie qui peut être consommée dans le bâtiment. Sur quel type de véhicule vous lancez? Donc on est déjà sur le transport de personnes sur des cars et des bus. On a un projet ADEME qui a démarré sur la partie bus et on engage avec une société privée la partie car. En revoyant le modèle d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir en données d'entrée, quelle est l'autonomie cible visée. Alors pour les bus, on sait qu'il y a besoin de beaucoup d'autonomie. Pour les cars, il y a à la fois du périurbain, mais aussi de l'intra, des cars scolaires, où là, on va pouvoir trouver des autonomies cibles beaucoup plus faibles. Donc ça va amplifier d'autant la pertinence économique. Les véhicules lourds, pour nous, sont nativement liés à l'hydrogène. Il y aura toujours une dimension hydrogène. Il y a toujours des batteries lithium dans un véhicule hydrogène, dans tous les cas. Mais on l'aborde plutôt dans l'angle prolongateur d'autonomie. Un système pas trop gros, pas trop cher pour avoir vite, malgré le coût de l'hydrogène, une équation économique qui va boucler dans les années à venir de façon, on va dire, prioritaire. Le deuxième axe, c'est les engins industriels. C'est beaucoup plus simple à électrifier, il n'y a pas d'homologation et vous avez globalement un moteur électrique sur une pompe hydraulique et des batteries. Donc, c'est des modèles qui vont nettement se développer. Et pareil, sur les chantiers, il y a toujours cet enjeu solaire pour donner de l'autonomie aux charges de ce type d'engin. Et le troisième lot pour nous, où on est encore en recherche de partenaires, c'est plutôt sur les utilitaires légers, mais qu'on va flécher avec des autonomies maîtrisées. Je tenais sincèrement à vous remercier, c'était une très belle table ronde, on était dans le concret, on était avec vous qui êtes responsable des flottes, des équipements dans des villes de taille extrêmement différentes, l'ensemble des régions françaises était évoqué. Je rappelle aussi pour les rares véhicules que vous auriez en essence, que vous pouvez mettre des kits bioéthanol, et en Dordogne, de mémoire, il y a du très bon vin, ou à Nantes aussi, donc n'hésitez pas à aider vos viticulteurs à avoir de l'énergie locale, puisqu'on a eu 1 heure ce matin sur l'indépendance énergétique de la France. Sur ce, merci infiniment, prenez soin de vous et merci d'avoir été présent à CERIV 2020. Merci à vous tous.